Paris Business Club, Michel Picot. Bonsoir et bienvenue. Pourquoi le modèle allemand fait-il rêver en France? On en parle beaucoup actuellement. C'est vrai que lorsqu'on regarde plus précisément le dynamisme des PME allemandes sur le marché international, on peut effectivement s'interroger sur nos exportations et la faiblesse des entreprises françaises à l'international. Allez, tiens, 2 chiffres concernant la balance commerciale, plus 141 milliards d'euros pour l'Allemagne, moins 45 milliards pour la France. Il se passe donc quelque chose. Alors ce soir, nous avons voulu mettre en avant ces PME françaises qui exportent et qui réussissent, parce qu'il y en a, oui, et nous allons également ouvrir le débat pour savoir ce qui pourrait être fait pour aller encore un petit peu plus loin. Nous sommes en compagnie de Sophie Duguet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de SkinUp. SkinUp produit des cosmétotextiles ou des vêtements dits intelligents. Vous allez nous expliquer précisément de quoi il s'agit. Nous avons le plaisir également d'accueillir ce soir Edmond Abergel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de MG Digital Graphic Technology. En fait, vous fabriquez ce que vous dites des presses numériques. J'ai envie de faire plus simple, ce sont de très très grosses imprimantes. Des grosses imprimantes industrielles qui impriment vite et de très haute qualité pour des professionnels des arts graphiques. Voilà, et vous êtes très présent sur le marché international et notamment une succursale ou une filiale, je ne sais pas d'ailleurs, oui, aux États-Unis. Une aux États-Unis et une à Singapour. Voilà, vous nous raconterez tout ça. Avec nous également Johan Sponard, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous êtes le président du groupe Salveo SAS. Alors vous, votre travail est d'accompagner les entreprises sur le marché international. Accompagnement concret, ça vous nous le direz dans un instant. Mais avant de parler d'exportation, regardons déjà ce que vous faites, parce que vous avez des produits, je dirais, très haut de gamme et très innovants, ce qui peut être une force sur le marché international. Sophie Duguet, vous avez développé votre propre marque de vêtements intelligents et rechargeables, dites-vous. Alors de quoi s'agit-il précisément ? Alors il s'agit en fait de textiles de soins. Ce sont des tissus qui sont micro-encapsulés. On vient micro-encapsuler une formule cosmétique que l'on fixe sur les textiles pour apporter aux textiles une fonction cosmétique. Le premier segment de marché est la minceur, ensuite l'anti-fatigue, le rafraîchissant, l'antitranspirant et des possibilités de décliner de nombreuses gammes. Juste pour que je comprenne bien, ces petites, ces micro-capsules, c'est avec le frottement sur la peau qu'elles diffusent leurs produits, quoi, finalement, pour justement atteindre cet objectif d'amincissement, de bien-être, etc. Voilà, en fait, la microcapsule se rompt par frottement au contact de la peau et libère l'actif. Donc, effectivement, on ne peut pas voir la microcapsule, puisqu'on est de l'ordre du micron ou de quelques microns. Raison pour laquelle nous avons innové, nous avons apporté un témoin de contrôle, dit témoin d'efficacité, qui permet au consommateur de voir si son textile est toujours actif. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une petite, il y a un endroit, c'est vert, c'est rouge, quand ça marche, quand ça marche pas. Alors c'est à peu près ça. Le premier témoin, le premier témoin en fait est rose, et c'est une décoloration d'une étiquette qui permet au consommateur de savoir plus le témoin est dégradé, donc plus il est clair, moins il y a de microcapsules sur le textile. Et donc après vous le rechargez, vous dites? Absolument, par simple pulvérisation. Un spray cosmétique, on pulvérise sur le textile et on repart pour un soin cosmétique. Ah bah dites donc, et vous nous direz que cela séduit beaucoup à l'international et on va en parler. Bon, Abergel, je le disais tout à l'heure un peu rapidement, vous fabriquez de très très grosses imprimantes. Très grosses, non, mais des grosses imprimantes. Des grosses machines, quoi, finalement, destinées aux professionnels. Hein, exactement, ça s'adresse aux imprimeurs de 2 personnes à 500 personnes. Ouais. Au gouvernement, puisqu'on peut produire non seulement des imprimés, mais aussi des documents de sécurité. Et donc, l'avantage de nos solutions d'impression, c'est qu'elles peuvent imprimer aussi bien sur le papier que sur le plastique. Alors, qui sont vos concurrents? J'imagine ce sont les géants américains, les Canon, nous, on a des etc. très petits concurrents, mais non, ce sont des très très grosses multinationales. Ce sont des gens comme HP, Grand Xerox. Et en français, 100% français comme vous, qui développez des solutions adaptées, vous n'êtes pas... L'innovation permet de pouvoir exister, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on est sur ces marchés, et ça fait 15 ans qu'on gagne des parts de marché tous les ans, aussi bien en France qu'à l'international. Donc évidemment, c'est une culture de l'innovation. 20% de notre chiffre d'affaires est consacré en recherche et développement tous les ans. Alors, vous nous parlerez de votre stratégie à l'international, bien sûr. C'est là-bas où se trouvent vos clients également. Johan Sponard, alors vous accompagnez les entreprises sur le marché international. Quelle est la principale activité de Salveo? Il y en a plusieurs. On sait déjà par la première. Notre premier métier, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans leur développement, dans leur démarrage et leur développement
commercial ou industriel sur un certain nombre de marchés sur lesquels nous sommes implantés avec nos filiales et nos bureaux. Alors on couvre très rapidement, on couvre quelques zones, on n'est pas partout dans 200 pays dans le monde, on est vraiment présent sur des pays qui sont des pays, certains disent exotiques, d'autres disent éloignés, pas faciles. Je pense notamment à la Russie où on est depuis 20 ans, l'Ukraine, l'Europe centrale, ça c'est une grosse zone pays de l'Est, on est présent sur l'Inde avec une filiale à New Delhi, on est présent sur la zone MENA, Middle East, North Africa, donc Maghreb, Moyen-Orient, avec une présence, une filiale à Alger, et sur le Brésil avec Brésil et Mexique notamment. Ouais. Alors vous êtes 90, hein, c'est ça? Oui, une dizaine en France et 80 sur collaborateurs sur nos filiales dans nos bureaux. Et 2000 clients, je vois ça sur ma petite fiche. Ouais. Lorsque vous misez sur l'Europe de l'Est, vous n'ouvrez pas de bureau par hasard, ça veut dire que le marché est porteur, non selon... ou alors ce sont des demandes spécifiques de vos clients qui fait que vous y alliez? Alors, Pays de l'Est, en l'occurrence, on est depuis le tout début, puisqu'on a commencé en 91, c'est mon associé Hervé Druard qui a démarré en 91 sur la Pologne, on s'est développé ensuite sur l'Europe centrale et puis sur la Russie à partir de 92. C'est effectivement, à l'époque, ce sont des marchés qui sont vraiment fermés, qui sont pas évidents, et puis aujourd'hui qui sont un peu plus proches, un peu plus ouverts évidemment, mais où une véritable force de frappe locale est a priori nécessaire pour un certain nombre de chefs d'entreprise. Et notre travail est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise, encore une fois, pas seulement sur le démarrage, mais vraiment sur le suivi, sur la mise en place commerciale, parfois industrielle, c'est le cas, parce qu'une implantation industrielle, et c'est peut-être le cas sur vous, notamment sur les US, je sais pas, est nécessaire pour vraiment être au plus proche du marché. Donc voilà, notre travail, c'est avec nos petits bras musclés, nos équipes sur place, d'accompagner les entreprises sur la recherche de partenaires, sur le verrouillage des partenaires et sur le développement commercial. Ouais, développement commercial, et après j'imagine qu'il y a toute une série de réglementations, enfin voilà, bon ça fait partie de la vie internationale. On va en parler, mais on va marquer tout de suite une première pause dans cette émission. Paris Business Club, Michel Picot. Et pourquoi les entreprises françaises sont-elles si faibles sur le marché international? Vous me direz, en suivant l'actualité, on pourrait se poser des questions. On va d'ailleurs peut-être aborder, parce que ça, effectivement, quand un chef d'entreprise veut aller sur le marché international, lorsqu'on voit un petit peu tout ce qui se passe, on peut comprendre qu'il freine un tout petit peu. Je vous poserai la question. Nos invités ce soir, Sophie Duguet, qui est la présidente de SkinUp. Nous sommes avec Edmond Abergel, qui est le président de MGI Digital Graphic Technology, et avec Johan Sponard, qui est le président du groupe Salveo. Sophie Duguet, SkinUp, on l'a dit tout à l'heure, conçoit, développe, fabrique et commercialise sa marque de vêtements intelligents rechargeables avec des actions amincissantes, hydratantes, relaxantes. Je fais rapide, hein, j'ai bien résumé. Bien. Ça va? Quelques précisions sur les chiffres d'affaires, 2 millions d'euros, l'entreprise est toute jeune, 15% à l'export, une R&D importante, plus de 20% de votre chiffre d'affaires. Et quand je regarde vos prévisions d'ici à 3 ans, je vois que vous envisagez de multiplier votre chiffre d'affaires par 4, voire par 5, évidemment, je vous le souhaite, et surtout de réaliser 50% de celui-ci à l'international. Quelle est votre stratégie internationale? Parce que visiblement, vous comptez beaucoup là-dessus. Alors en fait, le chiffre d'affaires de SkinUp aujourd'hui est principalement réalisé en France, comme on le disait, de l'ordre de 80-85%. Et durant cette première phase de développement de la société, on a passé un peu plus de 3 ans à faire uniquement de la R&D. L'objectif étant d'asseoir un déploiement international sur une politique d'innovation forte. Aujourd'hui, on détient deux vrais beaux brevets d'invention cosméto-textiles. Donc on envisage, donc validés, des brevets qui sont effectivement validés. On envisage donc d'asseoir notre déploiement international avec l'ouverture d'un bureau, donc là c'est déjà fait sur Shanghai. Tout ça c'est en 2011, bien évidemment. Donc Shanghai va suivre dans les semaines qui viennent Istanbul pour terminer courant du second semestre 2011 pour ouvrir un bureau sur New York. Ouais. L'idée étant de suivre complètement la politique de dépôt de brevets de la société, puisqu'on a nos brevets déposés en Chine, en Europe et aux États-Unis. Est-ce que, par rapport aux produits que vous proposez, le label France fait vendre? C'est déterminant. C'est vrai? C'est déterminant. Le label France, alors nous sommes implantés en Cosmétique Valley. La Cosmétique Valley, donc c'est cette région située dans le centre de la France, dont la Touraine fait partie. Et la Cosmétique Valley a une excellente image à l'international. Même si on n'est pas Made in France, parce qu'aujourd'hui on est Made in Europe, plus que Made in France, mais l'innovation est 100% française. Et clairement, on a un accueil, partout dans le monde, on a un accueil favorable. Johan Sponard, cette touche française fait vendre? Oui, mais pas seulement.
Alors je parle général. Ouais. Je parle général. Moi, je pense à des clients qui, je pense notamment à une entreprise qui est en Alsace que je citerai pas, mais qui est spécialisée dans la chaussure de sécurité. Et je me retrouve en Inde à l'époque où je vivais en Inde pour mettre en place la filiale que nous avons aujourd'hui avec lui et le directeur international de cette entreprise pendant 5-6 jours de rencontres avec des importateurs, distributeurs potentiels n'a jamais parlé de chaussures, il a parlé de solutions techniques. D'accord. Et ça m'a marqué, Ouais. et je retrouve ça dans très nombreux secteurs d'activité. Je parle de chaussures de sécurité, c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est, je crois, une des choses que vendent notamment les Allemands. Ils vendent des solutions techniques. Peu importe le produit, peu importe le secteur d'activité, on vend une solution à un problème. Alors, ça paraît simple comme ça, mais quand on commence à rentrer dans l'idée de plus vendre simplement le produit, mais voilà, vendre des solutions et s'intéresser, s'adapter à la culture du pays et s'intéresser aux problématiques que peuvent rencontrer des partenaires potentiels indiens, russes, algériens, etc., je pense que ça peut substantiellement changer la donne. Ouais. Et justement, Edmond Abergel, vous avez ouvert en 1995 MG USA, un bureau à Singapour en 2007. Vous aussi, c'est intéressant, on vend des solutions techniques plutôt que des machines. Je peux dire, on vend d'abord des concepts, des solutions, de la valeur ajoutée. Si vous apportez pas des équations de rapport qualité-prix et des solutions, le client ne sera pas intéressé. On vend d'abord des solutions et des concepts. Une presse numérique, ça fait appel à différents métiers. C'est de l'informatique, de l'électronique, de la chimie, de la mécanique de précision. Et tout ça au service d'un industriel qui a besoin d'imprimer rapidement avec de la valeur ajoutée et répondre aux demandes quotidiennes de ses clients. En tout cas, aujourd'hui, vous, sur votre chiffre d'affaires, c'est 70% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international aujourd'hui. Près de 20%, vous le disiez tout à l'heure, du chiffre d'affaires, c'est de la R&D. Et puis une estimation du chiffre d'affaires 2010 de 19 millions d'euros. Mais voilà, c'est une estimation parce qu'on va publier cette semaine, donc au premier semestre 2010, on était à 10% de croissance, donc on sera certainement à une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres. Ouais. Effectivement. Quelle a été la principale difficulté pour vous lorsque vous avez construit votre stratégie internationale? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes connu, vous avez des clients à l'international, même rien n'est gagné, de toute façon. Complètement. Mais comment est-ce que vous avez construit ces différentes étapes? Il faut aborder l'international comme une culture d'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on improvise. C'est quelque chose qui doit être dans les gènes de l'entreprise et de tous les collaborateurs de l'entreprise. Aujourd'hui, l'international, ça démarre de l'accueil jusqu'à la livraison, en passant par des services administratifs qui sont rompus à l'export, des services commerciaux, évidemment, des services techniques, y compris les ingénieurs de la R&D. Et cette culture d'entreprise, ça a été, je dirais, le plus long à insuffler voilà, pour une PME. Voilà. Oui. C'est fondamental, la culture d'entreprise. Ouais. Et dès le départ, vous avez pu mener tout de front, parce que c'est pas simple. On évoquait tout à l'heure les questions de réglementation, la culture d'entreprise. Enfin, il faut s'adapter, on peut pas tout... Oui, mais alors, vous voyez, on a bien fait depuis 95, parce qu'aujourd'hui, on parle de marché émergent, on parle de l'international. On a toujours considéré la France comme un beau village. Mais vous avez le choix entre vendre votre produit ou vos concepts à 60 millions d'habitants ou à plusieurs milliards. Donc le choix, il est simple à faire. Après, évidemment, il faut savoir faire un investissement à long terme et faire partager cette culture à l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices. Sophie Duguet, vous regardez comment cette stratégie internationale que vous mettez en place aujourd'hui ? La façon dont on envisage le déploiement à l'international, comme je vous le disais, c'est en parallèle de notre politique de brevets, enfin, de dépôt de brevets. De dépôt de brevets, oui. L'idée, c'est de créer en fait des business units ou des bureaux de représentation par zone géographique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, Skinhub, c'est une trentaine de collaborateurs et le monde face à nous, c'est un terrain de jeu qui est très grand. L'idée, c'est d'aller vite. Puisque nos brevets sont en exploitation. Donc l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur des équipes en place par zone géographique. La question qui m'intéressait plus, c'était effectivement comment on définit un beau jour qu'on parle international. Edmond Abergel parlait d'une véritable culture au sein même de l'entreprise. Je vais vous dire tout de suite. Dites-moi alors. En fait, j'ai créé Skinhub pour exporter. Ah, au moins c'était... Oui, là, oui, voilà. Dès le départ, absolument. vous êtes dit qu'il faut partir à l'international. Enfin, oui, en fait, avant Skinhub, j'ai créé une autre structure où j'importais des produits de Chine. Voilà, c'est une belle aventure. Ça a duré 4-5 ans. J'ai cédé la société dans de bonnes conditions. Et j'ai eu la volonté de rester en France. Et
de recréer quelque chose, c'est un tempérament. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'innover en France, c'était possible, qu'il y avait des outils pour innover. Et qu'innover, c'était aussi un moyen d'aller à l'export. Et il se trouve que j'ai créé Skin Up à ce moment-là. Alors moi j'ai vraiment le sentiment, mais on en parlera juste après la